Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble la troisième partie de la mystérieuse affaire de Styles. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Visiblement désarçonné par cette assertion sibylline, John me tendit les 2 clés que lui avait confiées le docteur Bauerstein. Montrez à M. Poirot tout ce qu'il désirera voir. Les chambres sont fermées à clé, fit mon ami belge. Le docteur Bauerstein a jugé cette précaution souhaitable. Il semble très sûr de son fait, fit le détective pensif. Fort bien, cela nous simplifiera la tâche. Nous gagnâmes ensemble la chambre de la défunte. Pour éclairer le lecteur sur la disposition des lieux, voici le croquis de cette pièce et des principaux meubles. Une fois à l'intérieur de la chambre, Poirot en referma la porte à clé. Puis il procéda à une inspection minutieuse, passant d'un coin à un autre avec la vivacité d'une sauterelle. Je restai immobile près de la porte, de peur d'effacer un indice. Cette précaution n'eut cependant pas l'air de plaire à Poirot. « Qu'avez-vous donc, mon bon ami ?» me lança-t-il. « Vous restez planté comme un... comment dit-on déjà ? Comme un épouvantail. » Je lui expliquai que je craignais de faire disparaître des empreintes de pas. Des empreintes de pas ? Quelle idée ! Il est déjà passé une armée dans cette pièce. Quelles empreintes pourrions-nous trouver ? Non, venez plutôt m'aider. Je vais abandonner ma trousse ici. Je n'en ai pas besoin pour le moment. Il la posa sur une table ronde près de la fenêtre. C'était là une bien mauvaise idée, car le plateau mobile se redressa à la verticale et la trousse fut précipitée à terre. « En voilà une table !» s'exclama Poirot. « Ah, mon bon ami, on peut vivre dans une grande et belle demeure et tout ignorer du confort. » Et sur cette phrase pleine de philosophie, il se remit à passer la pièce au peigne fin. Sur le secrétaire, une mallette violette parut retenir un instant son attention. Il ôta la clé de la serrure et me la tendit. Après un examen attentif, je ne lui trouvai rien de particulier. C'était une clé de sûreté très ordinaire, de type Yale, avec un bout de fil de fer, entortillé dans l'anneau. Il examina ensuite le chambranle de la porte défoncée et vérifia que le verrou en avait été bien poussé. Puis il traversa la pièce et s'approcha de la porte donnant dans la chambre de Cynthia. Comme je l'ai déjà dit, elle était verrouillée elle aussi. Néanmoins, il se donna la peine de l'ouvrir et de la refermer à plusieurs reprises, en prenant grand soin de ne faire aucun bruit. Soudain, un détail sembla le captiver. Il examina le verrou un instant, puis tira de sa trousse une paire de pinces très fines, avec lesquelles il préleva quelques particules microscopiques, qu'il glissa dans une enveloppe. Sur la commode était placé un plateau, et sur ce plateau, un réchaud à alcool surmonté d'une casserole. Il restait un peu de liquide brunâtre au fond du récipient, à côté duquel on avait abandonné une tasse et une soucoupe, sale. Comment avais-je pu me montrer à ce point étourdi ? J'étais passé près d'un indice de première importance, sans même le remarquer. Poirot plongea délicatement l'index dans le résidu liquide, le goûta du bout de la langue et fit une grimace. Du cacao, parfumé au rhum si je ne m'abuse. Puis, à genoux, il examina le sol, là où la table de nuit avait été renversée. Une lampe de chevet, quelques livres, des allumettes, un trousseau de clés, et les débris d'une tasse à café jonchaient le parquet. « Tiens, c'est curieux, » murmura-t-il. « Je dois reconnaître que je ne vois là rien de particulièrement curieux. »« Vous ne voyez rien de curieux ? Regardez bien cette lampe. Le verre en est cassé à 2 endroits, et les morceaux se trouvent là où ils sont tombés. Maintenant, observez la tasse à café. Elle a été littéralement réduite en poussière. »« Quelqu'un a dû l'écraser en marchant dessus, » dis-je sans enthousiasme. « Précisément, » approuva Poirot, sur un ton étrange. « Quelqu'un a marché dessus. » Il se mit debout et se dirigea lentement vers la cheminée où il tripota les bibelots d'une main distraite, avant de les aligner dans un ordre impeccable. Une de ses manies quand il était troublé. « Mon ami, dit-il, en se tournant vers moi, quelqu'un a piétiné cette tasse dans le but de la réduire en miettes, et je vois 2 raisons à cela.
Soit elle contenait de la strychnine, soit, ce qui serait beaucoup plus intéressant, elle n'en contenait pas. Mon ahurissement m'empêcha de répondre. Je savais par expérience qu'il ne servait à rien de lui demander des éclaircissements. Au bout d'un instant, il parut sortir de ses cogitations et reprit son inspection. S'emparant du trousseau de clés et les faisant passer successivement entre ses doigts, il en isola une, plus brillante que les autres, qu'il introduisit dans la serrure de la mallette violette. C'était la bonne, et la mallette s'ouvrit. Mais après quelques secondes d'hésitation, il la referma à clé et emporta le trousseau d'un geste aussi naturel que s'il lui avait appartenu de longue date. Je n'ai pas l'autorisation de lire ces papiers. Pourtant, il faudrait le faire, et sans tarder. Ayant fouillé méticuleusement les tiroirs de la table de toilette, il se dirigea vers la fenêtre de gauche, à peine discernable sur le tapis brun foncé. Une tache circulaire attira son regard. Il s'agenouilla et l'examina longuement, allant jusqu'à se pencher pour la renifler. Pour finir, il versa quelques gouttes de cacao dans une éprouvette, qu'il reboucha avec soin. Sur quoi il sortit de sa poche un petit carnet. « Nous avons trouvé dans cette chambre 6 éléments d'importance, me dit-il en griffonnant. Désirez-vous les énumérer, ou préférez-vous que je le fasse moi-même? Faites donc, m'empressai-je de répondre. Fort bien. Premièrement, une tasse à café réduite en poussière, à dessein. Deuxièmement, une mallette avec une clé dans la serrure. Troisièmement, une tache sur le tapis. Elle pourrait être antérieure à la tragédie, l'interrompis-je. Non, parce qu'elle n'est pas encore sèche. Il s'en dégage toujours une odeur de café. Quatrièmement, 1 ou 2 brins seulement d'une étoffe d'un vert foncé, très facilement reconnaissable. C'est donc cela que vous avez glissé sous l'enveloppe? M'exclamai-je. Exact. Ils proviennent peut-être d'une des robes de feu Madame Ingeltorp, auquel cas, cette trouvaille n'aura aucune répercussion sur notre enquête. Nous le saurons bientôt. Cinquièmement, ceci. D'un geste théâtral, il me montra une tache de bougie qui maculait le tapis près du secrétaire. Elle n'a pu être faite qu'hier, m'expliqua-t-il. Toute femme de chambre consciencieuse l'aurait fait disparaître à l'aide d'une feuille de papier buvard et d'un fer chaud. Un jour, un de mes plus beaux chapeaux, mais je m'égare. Elle peut très bien avoir été faite par nous cette nuit. Nous étions dans un tel état d'agitation. Ou peut-être est-ce Madame Ingeltorp elle-même qui a laissé tomber sa bougie. Vous n'aviez qu'une bougie avec vous quand vous êtes entré ici. Oui, c'était Lawrence Cavendish qui la tenait. Il était très secoué. Quelque chose, là, je me souvins des détails et je désignai la cheminée. Quelque chose là a paru le pétrifier d'épouvante. Voilà qui est intéressant, commenta Poirot. Voilà qui est très intéressant. Son regard parcourait le mur sur toute sa longueur. Mais ce n'est pas sa bougie qui a fait cette tache, car on voit tout de suite que cette cire est blanche, tandis que la bougie de M. Lawrence, comme vous pouvez le constater puisqu'elle est encore là, sur la table de toilette, la bougie de M. Lawrence, disais-je, était rose. D'autre part, Madame Ingeltorp n'avait pas de bougeoir dans cette pièce, uniquement une lampe de chevet. Alors, conclusion, ce à quoi mon ami rétorqua en me conseillant d'utiliser mes propres facultés de raisonnement, ce qui ne manqua pas de m'irriter quelque peu. « Et votre 6e élément » m'enquis-je. « Sans doute s'agit-il de votre échantillon de cacao » ? Non, répondit Poirot, l'air méditatif. J'aurais certes pu le mentionner en 6e position, mais je ne l'ai pas fait. Non, je préfère ne rien dévoiler sur ce 6e élément pour l'instant. Des yeux, il balaya rapidement la chambre. Je crois que nous avons appris de cette pièce tout ce qu'elle avait à nous livrer. Son regard s'attarda sur les cendres de l'antre. À moins que... Oui, bien sûr, le feu brûle et détruit, mais parfois par chance. Voyons un peu. Il se jeta à 4 pattes et commença à faire tomber méticuleusement les cendres de la grille dans le tiroir. Soudain, il poussa un cri étouffé. « Hastings, mes pinces !» Je les lui passai et, adroitement, il extirpa des cendres un fragment de papier au bord calciné. « Regardez, mon bon ami, s'écria-t-il. Que pensez-vous de cela ?» J'examinai le papier,
En voici une reproduction fidèle. On voit sur le papier Hollandais. J'étais perplexe. Son épaisseur le différenciait complètement du papier ordinaire. Soudain, je crus comprendre. Poirot, mais c'est un fragment de testament. Exact. Je le dévisageai. Et cela ne vous étonne pas? Pas du tout, expliqua-t-il d'un ton grave. C'est ce que j'escomptais. Je lui rendis ce nouvel indice qu'il glissa dans sa trousse avec soin. Mon cerveau était dans un état de confusion totale. Ce testament compliquait les choses. Qui l'avait brûlé? La personne qui avait laissé la tache de cire sur le tapis? De toute évidence. Mais comment avait-elle réussi à pénétrer dans cette pièce? Toutes les portes étaient fermées de l'intérieur. Et maintenant allons-y, mon bon ami, fit Poirot. J'aimerais poser quelques questions à la femme de chambre. Dorcas, c'est bien ça? Nous passâmes par la chambre d'Alfred Ingelthorpe, où Poirot fureta brièvement sans toutefois rien négliger. Puis nous ressortîmes en fermant la porte à double tour, comme nous l'avions fait pour celle de madame Ingelthorpe, en les laissant ainsi que nous les avons trouvées en arrivant. Je le conduisis jusqu'au boudoir qu'il voulait visiter. Il y abandonnait là pour aller chercher Dorcas. À mon retour, il avait disparu. « Poirot !» m'écriai-je. « Où êtes-vous » ? « Je suis ici, mon bon ami. » Il était sorti par la porte-fenêtre et, immobile, contemplait les parterres de fleurs. « Admirable !» s'extasia-t-il à voix basse. « Admirable ! Quelle symétrie! Ces figures géométriques! Quelle joie pour l'œil! Cet arrangement floral est récent, n'est-ce pas? Oui, je crois me souvenir qu'on y travaillait encore hier après-midi, mais rentrez donc, Dorcas est là. Voyons, mon bon ami, voudriez-vous me priver de ce bonheur des yeux? Non, mais l'affaire qui nous occupe est beaucoup plus importante. Et qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que ces bégonias n'ont pas eux aussi leur importance? Je haussai les épaules. Argumenter avec Poirot était inutile. Vous n'êtes pas convaincu? C'est pourtant exact. Fort bien. Rentrons donc pour poser quelques questions à cette brave Dorcas. Les mains croisées devant elle, la domestique attendait debout dans le boudoir. Les ondulations raides de ses cheveux gris dépassaient de sa coiffe blanche, complétant l'image parfaite de la femme de chambre à l'ancienne mode. Dans son attitude envers Poirot, on devinait une certaine méfiance. Mais le petit Belge eut tôt fait de l'amadouer. « Veuillez vous asseoir, mademoiselle. »« Merci, monsieur. » « Vous avez été au service de votre maîtresse durant de longues années, n'est-il pas vrai? » « 10 ans, monsieur. » « Une telle durée témoigne de votre fidélité. Vous lui étiez très attaché, bien sûr. »« Elle a toujours été pour moi très bonne patronne, monsieur. Je pense donc que vous accepterez de répondre à mes questions. Je ne me permets pas de vous les poser qu'avec l'accord de monsieur Cavendish. »« Bien sûr, monsieur. Je vous interrogerai donc tout d'abord sur ce qui s'est passé hier, dans l'après-midi. Votre maîtresse a eu une altercation? C'est exact, monsieur, mais je ne sais pas si je dois... La domestique hésita, et Poirot lui jeta un regard pénétrant. Ma bonne Dorcas, il m'est nécessaire de connaître tous les détails de cette querelle. Ne pensez pas que ce serait trahir les secrets de votre maîtresse. Elle est morte, et si nous voulons la venger, il nous faut avoir le plus de précision possible. Rien ne la ramènera à la vie. Mais nous espérons, si ce décès est d'origine criminelle, livrer le coupable à la justice. Pour ça, je suis d'accord, dit farouchement Dorcas. Et sans vouloir dénoncer personne, il y a quelqu'un ici, à Styles Court, que nous n'avons jamais pu souffrir. Et le jour où il a souillé le seuil de cette maison et a marqué d'une pierre noire. Poirot attendit patiemment que la domestique eût recouvré son calme, avant de l'interroger de son ton le plus professionnel. Revenons à cette altercation, si vous le voulez bien. À quel moment en avez-vous eu connaissance? Eh bien, monsieur, je passais par hasard dans le vestibule. Quelle heure était-il? Je ne pourrais vous le dire avec certitude, mais ce n'était pas encore l'heure de servir le thé. Peut-être 16 heures ou un peu plus. Donc je traversais le vestibule quand j'ai entendu des voix qui venaient d'ici. La porte était fermée et je ne voulais pas écouter. Mais la pauvre madame parlait si fort et d'un ton tellement aigu que je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Alors je me suis arrêté. « Vous m'avez menti et vous m'avez trompé !» criait madame. Je n'ai pas pu saisir ce qu'a répondu monsieur, car il parlait bien plus bas. Alors madame s'est emportée.
Comment osez-vous? Je vous ai entretenu, vêtu, nourri. Vous me devez tout, et c'est ainsi que vous me remerciez en couvrant notre nom de honte? Comme la première fois, je n'ai pas entendu ce qu'il répliquait. Mais elle a poursuivi. Rien de ce que vous pourrez me dire ne me fera dévier d'un pouce. J'y vois clair à présent, et ma décision est prise. N'espérez pas que la peur du qu'en dira-t-on ni le scandale, parce qu'il s'agit d'un sordide problème de couple, me fasse fléchir. À ce moment, j'ai eu l'impression qu'il s'approchait de la porte pour sortir, et je me suis éloigné. C'est bien la voix de Madame Ingelthorpe que vous avez entendue. Vous êtes catégorique. Oh oui, monsieur. D'ailleurs, qui est-ce que ça aurait pu être? Bien. Et ensuite, que s'est-il passé? J'ai retraversé le vestibule un peu plus tard, mais tout était calme. À 17 heures, Madame Ingelthorpe m'a sonné. Elle voulait que je lui apporte une tasse de thé, sans rien à manger, dans le boudoir. Je lui ai trouvé une mine épouvantable. Elle était toute pâle et crispée. Dorcas, je suis bouleversée, m'a-t-elle dit. J'en suis bien désolée pour madame. Mais madame ira mieux quand elle aura avalé une bonne tasse de thé bien chaud, lui ai-je répondu. Elle tenait une feuille à la main. Je ne sais pas si c'était une lettre ou un simple bout de papier, mais il y avait quelque chose d'écrit dessus, et elle n'arrêtait pas de le regarder, comme s'il ne pouvait pas en croire ses yeux. Elle se parlait tout haut, comme si elle avait oublié que j'étais là. Rien que quelques mots, et plus rien n'est pareil. Et puis, elle me dit, ne faites jamais confiance à un homme, Dorcas, il n'en valent pas la peine. Je me suis dépêché d'aller lui chercher une bonne tasse de thé bien fort. Elle m'a remercié, elle m'a assuré qu'elle irait mieux, dès qu'elle l'aurait bu. Et elle a ajouté, je ne sais plus quoi faire, Dorcas. Le scandale qui frappe un couple est un drame affreux. Si je le pouvais, je préférerais enterrer cette affaire et oublier, tout oublier. Madame Cavendish est entrée à ce moment-là, et ma maîtresse n'en dit pas davantage. Tenait-elle toujours à la main cette feuille de papier dont vous venez de parler? Oui, monsieur. Savez-vous ce qu'elle a pu en faire ensuite? Je ne sais pas, monsieur, mais je suppose qu'elle l'a rangée dans sa mallette violette. Elle avait l'habitude d'y garder ses papiers importants, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Elle la descendait de sa chambre chaque matin, et chaque soir, elle la remontait, en allant se coucher. Quand en a-t-elle perdu la clé? Elle s'en est rendue compte hier, à l'heure du déjeuner, et elle m'a demandé de la chercher partout. Elle était très ennuyée de ne pas la retrouver. Mais elle en possédait bien un double. Bien sûr, monsieur. Dorcas fixait sur mon ami un regard intrigué, et je crois que je devais partager cette attitude. À quoi rimait toute cette histoire de clé égarée? Ne vous mettez pas Martel en tête, Dorcas, la rassura-t-il avec un sourire. Cela fait partie de mon travail d'être au courant de ce genre de détails. Est-ce cette clé-là qui avait disparu? Et il sortit de sa poche celle qu'il avait trouvée un peu plus tôt, fichée dans la serrure de la mallette violette. C'est bien elle, monsieur, pas de doute, fit Dorcas les yeux exorbités. Où l'avez-vous trouvée? J'avais pourtant fouillé partout. Ah, mais voyez-vous, elle n'était sans doute pas au même endroit hier et aujourd'hui. À présent, j'aimerais aborder un autre sujet. Dans sa garde-robe, votre maîtresse possédait-elle une robe vert foncé? Dorcas parut quelque peu déconcerté par cette question inattendue. Non, monsieur. En êtes-vous certain? Tout à fait, monsieur. Et quelqu'un d'autre dans cette maison a-t-il un vêtement de cette couleur? Dorcas prit un temps pour réfléchir. Miss Cynthia possède une robe de soie verte, oui. Vert clair ou foncé? Clair, monsieur. En mousseline de soie, ça s'appelle. Ce n'est pas ce que je cherche. Personne d'autre ne s'habille en vert? Non, monsieur. Pas à ma connaissance. À voir le visage impassible de Poirot, il était difficile de dire si ses réponses l'avaient ou non déçu. Fort bien. Passons à un autre sujet, se borna-t-il à déclarer. Avez-vous une raison quelconque de penser que votre maîtresse ait pris une poudre somnifère hier soir? En tout cas, pas hier soir, monsieur, j'en suis sûr. Et d'où vous vient cette certitude? Il n'y en avait plus dans la boîte. Elle l'avait finie il y a 2 jours, et elle n'en avait pas fait refaire depuis. Vous en êtes certaine? Je serais certaine, monsieur. Voilà donc un point éclairci. Autre chose, votre maîtresse ne vous a pas demandé hier de signer un papier quelconque? Absolument pas, monsieur.
À leur retour hier soir, M. Hastings et M. Lawrence ont trouvé Mme Inglethorpe occupée à rédiger son courrier. Avez-vous une idée des destinataires de ces lettres? Oh non, monsieur, c'était ma soirée de congé. Interrogez plutôt Annie. Elle pourra peut-être vous renseigner, bien qu'elle soit assez distraite. Elle n'a même pas débarrassé les tasses à café hier soir. Voilà le genre de choses qui arrivent quand je ne suis pas là pour surveiller. Si elles ont été oubliées, je préférerais que vous n'y touchiez pas, Dorcas, pour que je puisse les examiner, comme vous voudrez, monsieur. À quelle heure êtes-vous sorti hier soir? Aux environs de 18 heures, monsieur. Merci, Dorcas, c'est tout ce que j'avais à vous demander. Il se leva et s'approcha de la porte-fenêtre. Encore un détail pourtant. J'ai été très impressionné par ces magnifiques parterres de fleurs. Combien y a-t-il de jardiniers? Ils ne sont plus que 3. Avant la guerre, ils étaient 5, quand la propriété était encore entretenue, comme il se doit. Vous auriez dû la voir, monsieur, un véritable enchantement pour les yeux. À présent, il ne reste que le vieux Manning, le petit William, et une de ces femmes jardinières qui s'habillent en or. Ah, nous vivons une drôle d'époque. Les beaux jours reviendront, Dorcas, du moins je l'espère. Maintenant, si vous voulez bien, dire à Annie de venir ici. Tout de suite, monsieur. Merci, monsieur. Dès que la domestique eut quitté le boudoir, je posai à Poirot les questions qui, depuis un moment déjà, me brûlaient les lèvres. Comment avez-vous deviné que Mme Inglethorpe prenait une poudre somnifère? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de double de clé et de clé égarée? Un problème à la fois, si vous le voulez bien, mon bon ami. En ce qui concerne la poudre somnifère, voici ce qui m'a renseigné. Il sortit de sa poche une petite boîte en carton, semblable à celle qu'utilisent les pharmaciens pour leur préparation. Où l'avez-vous trouvé? Dans le tiroir de la table de toilette. C'était le fameux 6e élément de ma liste. Mais puisque la dernière prise de poudre remonte à 2 jours, je suppose que ce détail est sans grande importance. Voir. Ne remarquez-vous rien de particulier sur cette boîte? Non, je ne vois rien, fis-je en examinant l'objet. Regardez l'étiquette. Je lus pour Madame Inglethorpe, une dose de poudre au coucher si nécessaire. Je dus reconnaître que rien de cela ne m'apparaissait digne d'intérêt. Et le fait qu'aucun nom de pharmacien ne soit mentionné n'éveille pas votre curiosité? Ça, par exemple, oui, c'est vrai que c'est bizarre. Connaissez-vous un préparateur qui enverrait une commande sans mention de nom sur l'emballage? Voilà qui devenait passionnant. Mais Poirot tempéra mon enthousiasme en ajoutant. Et pourtant l'explication est des plus simples. Ne bâtissez pas de château en Espagne, mon bon ami. Je n'eus pas le loisir de répliquer, car un pas se fit entendre et Annie entra. C'était une belle fille bien bâtie, en proie à une grande agitation, due sans doute au plaisir quelque peu macabre d'être mêlée au drame. Sans préambule, avec son habituelle efficacité, Poirot entra dans le vif du sujet. Je vous ai fait venir, Annie, car je pense que vous serez en mesure de nous fournir quelques détails au sujet des lettres que Mme Inglethorpe a écrites hier soir. Combien y en avait-il? Et pouvez-vous m'indiquer quelques-uns des noms et des adresses figurant sur les enveloppes? Annie réfléchit un instant. Il y avait 4 lettres, monsieur. L'une pour Miss Howard, une autre pour monsieur Wells, l'avoué, mais je n'arrive pas à me souvenir des 2 autres. Ah, ça me revient. La 3e était adressée à monsieur Ross, un de nos fournisseurs à Tadminster, mais la 4e, je ne me rappelle pas. Faites un effort, insista Poirot. Annie fouilla dans sa mémoire en vain. Je suis désolé, monsieur, mais ça m'échappe, à moins que je ne l'aie même pas remarqué. Aucune importance, fit Poirot, sans manifester la moindre déception. À présent, j'ai une autre chose à vous demander. Il y avait une casserole dans la chambre de Mme Inglethorpe, avec un peu de cacao au fond. Prenait-elle cette boisson tous les soirs? Oui, monsieur. On en mentait dans sa chambre tous les soirs, et elle s'en faisait réchauffer une tasse, quand elle en avait envie. Et qu'est-ce que c'était? Du cacao pur? Oui, monsieur, avec un peu de lait, une petite cuillerée de sucre et 2 de rhum. Qui lui a apporté son cacao hier soir? Moi, monsieur. Et les autres soirs? C'était toujours moi, monsieur. À quelle heure? D'habitude, quand j'allais dans sa chambre pour lui tirer les rideaux. Et vous la montiez directement de la cuisine? Non, monsieur. Voyez-vous, on manque de place sur le fourneau à gaz. C'est pourquoi la cuisinière le préparait toujours plus tôt.
avant de faire cuire les légumes pour le repas du soir. Ensuite, j'allais le déposer sur la table du premier, près de la porte de service. Et je ne l'apportai que plus tard à madame Ingeltorp. Cette porte est située dans l'aile gauche. Oui, monsieur. Et la table est de ce côté-ci de la porte ou de l'autre, vers les chambres des domestiques? De ce côté-ci, monsieur. Hier soir, quelle heure était-il quand vous avez déposé le cacao sur la table? Je pense qu'il devait être 19h15, monsieur. Et quand l'avez-vous porté dans la chambre de madame Ingeltorp? Quand je suis entré pour tirer les rideaux. Il pouvait être 20h. Madame Ingeltorp est montée se coucher avant que je m'en aille. Donc, entre 19h15 et 20h, le cacao est resté sur la table dans le couloir. Oui, monsieur. Le visage d'Annie s'était empourpré, et soudain, elle ne put y tenir plus longtemps et s'exclama. Mais s'il y avait du sel dans son cacao, je n'y suis pour rien, monsieur. Je n'ai jamais approché une salière de la tasse. Je le jure. Pourquoi pensez-vous qu'il y aurait pu y avoir du sel dans le cacao? Parce que j'en ai vu sur le plateau, monsieur. Vous avez vu du sel sur le plateau? Oui, monsieur. Et c'était même du gros sel de cuisine. Je ne l'avais pas remarqué quand j'ai monté le plateau. C'est en le portant dans la chambre de madame que je m'en suis aperçu. Bien sûr, j'aurais dû le redescendre et demander à la cuisinière de préparer un autre cacao. Mais il fallait que je me dépêche, c'était le jour de sortie de Dorcas et j'étais seule. Et puis j'ai pensé que le gros sel n'était tombé que sur le plateau et pas dans le cacao. J'ai donc essuyé le plateau avec mon tablier et je l'ai porté dans la chambre de madame. J'éprouvais les plus grandes difficultés à dissimuler mon exaltation. À son insu, Annie venait de nous révéler un fait essentiel. Qu'aurait-elle dit si elle avait compris que son gros sel était en fait de la strychnine, l'un des poisons les plus foudroyants qui existent? Le calme de Poirot m'impressionna. Il possédait une stupéfiante maîtrise de soi. J'attendais avec impatience la question suivante, mais je fus déçu. Quand vous êtes entré dans la chambre de madame Ingeltorp, la porte de communication avec la chambre de Miss Cynthia était-elle verrouillée? Bien sûr, monsieur, elle l'a toujours été. On ne l'ouvre jamais. Et celle donnant sur la chambre de monsieur Ingeltorp, avez-vous remarqué si elle aussi elle était fermée à double tour? Annie marqua un temps d'hésitation. Je ne pourrais pas l'affirmer, monsieur. Elle était fermée, ça oui. À double tour, je n'y ai pas fait attention. Quand vous êtes sorti, madame Ingeltorp a-t-elle verrouillé la porte derrière vous? Je ne l'ai pas entendu faire. Mais elle a sûrement poussé le verrou plus tard, comme toutes les nuits. Je parle de la porte qui donne sur le couloir. Avez-vous remarqué une tache de bougie sur le parquet quand vous avez fait sa chambre hier? De la bougie? Bien sûr que non, monsieur. D'ailleurs, madame n'avait pas de bougie dans sa chambre, seulement une lampe de chevet. S'il y avait eu une grosse tache de bougie sur le sol, vous êtes sûr que vous l'auriez remarqué? Oh oui, monsieur, et je l'aurais fait disparaître avec un fer chaud et une feuille de papier buvard. Poirot lui posa alors la même question qu'à Dorcas. Madame Ingeltorp possédait une robe verte? Non, monsieur. Un manteau ou une cape, ou, comment dites-vous, une veste? Rien de vert, monsieur. Quelqu'un d'autre dans la maison? Annie réfléchit. Non, monsieur, dit-elle enfin. Vous en êtes sûr? Certaine, monsieur. Bien, je crois que ce sera tout, Annie. Je vous remercie. Avec un petit gloussement nerveux, la domestique sortit d'une démarche pesante. Je pus alors donner libre cours à ma jubilation. Toutes mes félicitations, Poirot. Voilà une découverte d'envergure. Quelle découverte, mon bon ami? Eh bien, que c'est le cacao qui a été empoisonné et non le café. Tout concorde. Madame Ingeltorp a bu son cacao que tard la nuit, ce qui explique pourquoi la strychnine n'a pas agi avant l'aube. Ainsi donc, vous en déduisez que le cacao... Écoutez-moi bien, Hastings, que le cacao contenait de la strychnine. C'est l'évidence même. Sinon, qu'était-ce donc ce gros sel sur le plateau? Du sel, tout simplement. Devant l'air placide de Poirot, je haussai les épaules. À quoi bon discuter? Pour la seconde fois dans la journée, je songeais avec regret que Poirot vieillissait, et je me félicitais intérieurement d'être là avec mon esprit plus ouvert. Le regard pétillant de malice, mon ami belge m'observait. Vous paraissez déçu de mes propos, je me trompe? Mon cher Poirot, dis-je d'un ton froid, je ne me permettrai pas de vous dicter la marche à suivre. Votre idée sur l'affaire
est respectable, tout comme la mienne. Voilà une opinion qui vous honore, commenta-t-il en se levant brusquement. Je crois en avoir fini avec cette pièce. Au fait, savez-vous à qui est ce petit secrétaire à cylindre, dans le coin là? À M. Engelthorpe. Tiens, il tenta de l'ouvrir sans succès. Fermé. Mais le trousseau de Madame Engelthorpe comporte peut-être notre sésame. Il essaya plusieurs clés avant de pousser un cri de satisfaction. Et voilà. Ce n'est pas la bonne clé, mais elle fait l'affaire quand même. Il releva le cylindre et jeta un regard perçant sur les papiers soigneusement classés. Pourtant, il ne les examina pas, ce qui m'étonna fort. Décidément, M. Engelthorpe est un homme d'ordre, se contenta-t-il d'observer avec une certaine admiration. Pour mon ami belge, c'était le plus grand compliment qu'il put faire. Une fois encore, je me suis dit que les facultés de Poirot déclinaient, quand il eut cette réflexion surprenante. Pas le moindre timbre dans ce secrétaire. Il a pu y en avoir, n'est-ce pas, mon bon ami? A-t-il pu y en avoir? Il laissa errer son regard dans le boudoir. Bon, nous ne trouverons rien de plus dans cette pièce. Notre pêche est d'ailleurs assez maigre. Nous n'avons que ceci. De sa poche, il sortit une enveloppe froissée qu'il me tendit. C'était un curieux document, d'un modèle des plus ordinaires. Elle était sale et portait quelques mots griffonnés apparemment au hasard. En voici un fac-similé. Possédé, je suis possédé, il, possédé, possédé. Pas question de strychnine, bien sûr. Où l'avez-vous découverte? Demandai-je, dévoré de curiosité. Dans la corbeille à papier. L'écriture ne vous est pas inconnue? Sans doute. Bien sûr que non, c'est celle de Madame Engelthorpe. Mais qu'est-ce que cela signifie? Impossible de le dire pour le moment, fit Poirot avec un haussement d'épaule. Mais c'est une trouvaille intéressante. Une explication assez osée, je l'avoue, me vint à l'esprit. Et si Madame Engelthorpe avait souffert de dérangement mental? Elle aurait pu croire à ces sornettes de possession par le démon. Dans une telle hypothèse, le suicide ne devenait-il pas plausible? Je m'apprêtais à soumettre à Poirot cette théorie quand celui-ci me coupa dans mon élan. « Venez, dit-il, allons examiner ces tasses de café. » Voyons, mon cher Poirot, à quoi bon, maintenant que nous savons qu'il y a propos de cacao. Oh là là, encore cette histoire de cacao, s'exclama Poirot, avec quelque désinvolture. Apparemment très amusé par ma remarque. Il eut un petit rire et leva le bras au ciel, qui me sembla d'un extrême mauvais goût. De surcroît, ajoutai-je avec une froideur croissante, n'oubliez pas que Madame Engelthorpe a monté elle-même son café dans sa chambre. J'imagine donc mal ce que vous pensez découvrir, à moins que vous n'espériez trouver un sachet de strychnine sur le plateau. Poirot reprit aussitôt son air sérieux. Allons, allons, mon bon ami, dit-il en me prenant par les bras. Ne prenez pas la mouche. Permettez-moi de m'intéresser à mes histoires de tasses à café, et je respecterai votre fascination pour les tasses de cacao. N'est-ce pas là une mesure équitable? Il était si drôle que je ne pus m'empêcher de rire, et nous entrâmes de concert dans le salon. Les tasses étaient restées sur le plateau, telles que nous les avions laissées la veille. Poirot me demanda un récit détaillé du moment où nous avions pris le café. Il m'écouta avec une grande concentration et vérifia la position de chaque tasse. Madame Cavendish se tenait donc près du plateau, et c'est elle qui a servi le café. Bien. Ensuite, elle s'est approchée de la fenêtre, où vous étiez assis avec Miss Cynthia, c'est bien cela? Oui, voici vos 3 tasses. Quant à celle que je vois sur la cheminée à moitié vide, ce ne peut être que celle de M. Lawrence. Et celle-ci sur le plateau? C'est la tasse de John. Je l'ai vue la poser là. Parfait. Cela nous fait donc 5 tasses. Mais où est passée donc celle de M. Engelthorpe? Il ne boit pas de café. Alors le compte est bon. Un instant, mon bon ami. Avec un soin infini, il préleva quelques gouttes au fond de chaque tasse, qu'il mit dans de petits tubes aussitôt bouchés, sans oublier de goûter chaque prélèvement. Son visage changea brusquement d'expression, afficha un curieux mélange de surprise et de soulagement. « Eh oui, dit-il enfin, c'est l'évidence même. Ma première idée était totalement erronée, c'est clair. Et pourtant, il y a quelque chose d'étrange. Enfin, peu importe. » Et avec ce haussement d'épaule qui lui était coutumier, il chassa de son esprit ce qui le tracassait.
Depuis le début, j'aurais pu lui dire que ses recherches obstinées à propos du café ne pouvaient le conduire qu'à une impasse. Mais je préférerais m'abstenir. Même si ses facultés avaient baissé, Poirot méritait de conserver son prestige de jadis. Le petit déjeuner est servi, annonça John Cavendish, venant du hall. Vous joindrez-vous à nous, monsieur Poirot? Mon ami accepta. J'observai John. Il était revenu à l'état normal. Si les événements qui avaient marqué cette nuit tragique l'avaient un moment perturbé, son tempérament égal lui avait permis de se remettre très vite. Homme de peu d'imagination, il offrait en cela un contraste saisissant avec son frère, qui, lui, en avait peut-être trop. Depuis les premières heures de la matinée, John avait été très occupé à envoyer des télégrammes, dont l'un des tout premiers était destiné à Miss Howard, et à rédiger des notices nécrologiques pour les différents journaux. De plus, il avait pris en charge toutes les terribles corvées qui résultent d'un décès. « Puis-je vous demander où vous en êtes ?» s'enquit-il. « Votre enquête va-t-elle conclure à une mort naturelle de notre mère, ou devons-nous nous préparer au pire ?»« Monsieur Cavendish, dit Poirot d'un ton grave, vous devriez renoncer à vous bercer de faux espoirs. Quel est le sentiment des autres membres de la famille? Mon frère Lawrence est persuadé que nous nous agitons à tort. Pour lui, tout indique qu'il s'agit d'un simple accident cardiaque. »« Vraiment? Ça, c'est très intéressant. »« Oui, très intéressant, » murmura Poirot. « Et que pense Madame Cavendish ?» Le visage de John se rembrunit. « Je n'ai pas la moindre idée de ce que peut penser ma femme. » Cette réponse provoqua une gêne passagère. Un lourd silence s'ensuivit, que John parvint enfin à rompre. « Vous ai-je dit que M. Inglethorpe était revenu ?» Poirot hocha la tête. « La situation est difficile pour nous tous, bien sûr. Nous devons continuer à le traiter comme par le passé, mais tout de même, cela soulève le cœur de partager sa table avec un meurtrier présumé. Je comprends ce que cette situation peut avoir de pénible. Cependant, j'aimerais vous poser une question. Si je ne me trompe, la raison pour laquelle M. Inglethorpe n'est pas rentré hier soir, c'est qu'il avait oublié sa clé, c'est bien cela? » »« Oui. » »« Naturellement, vous êtes sûr qu'il avait effectivement oublié cette clé, qu'il ne l'avait pas sur lui. » »« Je n'en ai pas la moindre idée. Je n'ai pas pensé à vérifier. Nous la laissons toujours dans un tiroir du vestibule. Je vais voir si elle y est encore. » Poirot eut un petit sourire. « Trop tard, monsieur Cavendish. Je suis certain qu'elle s'y trouve. S'il l'a prise hier, M. Inglethorpe a eu tout le temps de la remettre à sa place depuis. Vous croyez que... » ?»« Je ne crois rien. Si quelqu'un avait vu la clé dans le tiroir ce matin avant son retour, ça aurait été un bon point en sa faveur, c'est tout. » John paraissait perplexe. « Ne vous en faites pas, » dit Poirot d'une voix douce. « Ne laissez pas ce détail vous inquiéter. Et puisque vous l'avez proposé si gentiment, si nous allions prendre le petit déjeuner. » Tout le monde était réuni dans la salle à manger. Après les événements tragiques de la nuit, l'ambiance n'était guère à la franche gaieté. La réaction à ce genre de choc est toujours pénible. Je crois que nous souffrions encore, certes. Décorum et bonne éducation nous imposaient un comportement aussi normal que possible. Mais je ne pouvais m'empêcher de me demander si, pour la plupart d'entre nous, cela représentait un véritable effort. Pas d'yeux rougis, aucun signe d'un chagrin contenu à grande peine, ce qui me conforta dans l'idée que Dorcas était la seule personne vraiment affectée par la disparition de sa maîtresse. Je ne m'étendrai pas sur le compte de M. Inglethorpe, jouant son rôle de veuf éploré avec une hypocrisie révoltante. Savait-il que nous le soupçonnions? Malgré nos efforts pour le cacher, il ne pouvait l'ignorer. Ressentait-il les affres d'une peur secrète ou croyait-il à son impunité? L'atmosphère pesante devait l'avertir qu'il faisait figure d'accusé. Mais tout le monde le soupçonnait-il? Qu'en est-il de Madame Cavendish, assise au bout de la table? Elle donnait l'image d'une grâce quelque peu affectée, énigmatique, dans sa robe gris perle, dont les poignets à ruchers blancs retombaient élégamment sur ses mains fines. Elle était extrêmement belle. Pourtant, je savais que, si elle le désirait, son visage pouvait devenir aussi impénétrable que celui du sphinx. Elle ne desserra guère les lèvres, mais j'eus la curieuse impression que sa forte personnalité nous dominait tous. Et la jeune Cynthia, soupçonnait-elle la même personne que nous? Elle me parut bien pâle, souffrante même. Elle avait le geste lourd, l'élocution pâteuse. Quand je lui demandai si elle se sentait pas bien, elle me répondit avec franchise. « Non, j'ai un mal de tête épouvantable. »« Prenez donc un autre café,
proposa Poirot avec sollicitude. Cela vous revigorera, et rien de tel pour combattre la migraine. Il s'empressa de lui prendre sa tasse. Non merci, lui dit Cynthia, comme il saisissait la pince à sucre. Pas de sucre? Restriction de guerre, c'est ça? Non, je ne sucre jamais mon café. Tiens donc, marmonna Poirot avant de poser devant elle la tasse qu'il venait de remplir. Il avait parlé si bas que je fus le seul à l'entendre. Intrigué, je levai les yeux et vis sur son visage tous les signes d'une exultation secrète. Ses prunelles brillaient du plus beau vert, comme celles d'un matou sur le sentier de l'amour. Pour être aussi enthousiaste, il avait certainement remarqué quelque chose. Mais quoi? Je ne me considère pas comme totalement stupide, mais je dois avouer que rien de particulier n'avait frappé mon attention. La porte s'ouvrit et Dorcas entra. « Monsieur Wells désirerait vous voir, monsieur, » dit-elle à John. Je connaissais ce nom. C'était l'avoué à qui Madame Inglethorpe avait écrit la veille. John se leva. « Faites-le entrer dans mon bureau, Dorcas. » Puis, se tournant vers nous, « Monsieur Wells est l'avoué de ma belle-mère. Il est aussi coroner, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être aimeriez-vous venir avec moi. » Nous acceptâmes de concert et quittâmes la salle à manger avec lui. John ouvrait la marche et j'en profitai pour murmurer à l'oreille de mon ami. Il y aura donc une enquête. Il hocha la tête d'un air absent. Il semblait à tel point plongé dans ses pensées que je ne pus réfréner ma curiosité. Que se passe-t-il? Vous m'écoutez à peine. C'est vrai, mon bon ami, je suis très ennuyé. Pourquoi ça? Parce que Miss Cynthia ne prend jamais de sucre dans son café. Pardon? Vous plaisantez? Je suis très sérieux, au contraire. Ah, il y a là un point qui m'échappe. Mon intuition ne m'avait pas trompé. Quelle intuition? Celle qui m'a poussé à examiner les tasses à café. Mais chut, plus un mot là-dessus. Nous suivîmes John dans son bureau, et il referma la porte derrière nous. M. Wells était un homme entre deux âges, à la physionomie avenante. Ses yeux, vous radiographiez, et ses lèvres possédaient l'ourlet propre à la catégorie des hommes de loi. John nous présenta et lui expliqua les raisons de notre présence à Styles Court. Vous comprendrez, Wells, que tout ceci doit rester strictement entre nous. Nous espérons encore qu'une enquête se révélera inutile. Bien entendu, répondit l'avoué, apaisant. Hélas, j'aurais aimé vous éviter l'épreuve et le qu'en dira-t-on qui accompagne toujours une enquête judiciaire. Mais, en l'absence d'un permis d'inhumer, délivré par un médecin, elle devient indispensable. Oui, je comprends. Un homme remarquable, ce Bauerstein. Une autorité en matière de toxicologie, je crois. En effet, reconnut John avec réticence, avant d'ajouter d'une voix hésitante. Devrons-nous comparaître comme témoins? Je veux dire, tous? Oui, très certainement, ainsi que Monsieur Inglethorpe. L'avoué laissa passer quelques secondes avant de poursuivre de sa voix lénifiante. Les autres dispositions n'auront pour but que de confirmer vos dires, simple formalité. Je vois. Une expression ressemblant à du soulagement passa sur le visage de John. Cette réaction m'étonna, car elle ne semblait pas justifiée. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, reprit M. Wells, j'ai pensé à vendredi pour recueillir les témoignages. Cela nous laissera le temps d'obtenir les conclusions du légiste. L'autopsie doit être pratiquée ce soir, je crois. C'est exact. Bien. Nous sommes donc d'accord sur la date? Tout à fait. Inutile de vous dire, mon cher Cavendish, combien je suis bouleversé par cette tragique affaire. Ne pourriez-vous nous aider à la résoudre, monsieur? Intervint alors Poirot, qui n'avait encore rien dit. Moi? Nous savons que Madame Inglethorpe vous a adressé un courrier juste avant son décès. Vous l'avez sans doute reçu ce matin. Effectivement, mais cette lettre ne contenait rien de particulier. Un simple mot me demandant de venir la voir précisément ce matin, car elle souhaitait mes conseils sur une question importante. Elle ne vous a donné aucun indice sur la nature de cette question. Hélas, non. Quel dommage, dit John. C'est en effet grandement dommage, renchérit gravement Poirot. Un silence s'ensuivit. Poirot restait plongé dans ses pensées. Finalement, il se tourna vers l'avoué. Monsieur Wells, j'ai une question à vous poser, si toutefois elle n'est pas en contradiction avec votre obligation de réserve. À la disparition de Madame Inglethorpe, qui doit hériter de ses biens? L'homme de loi hésita un peu avant de répondre. La réponse sera bientôt connue de tous, et si M. Cavendish n'y voit pas d'objection, aucune, dit aussitôt John.
Dans ce cas, rien ne s'oppose à ce que je réponde à votre question, monsieur Poirot. Dans son dernier testament enregistré au mois d'août de l'année dernière, et à part quelques legs de peu d'importance en faveur des domestiques, etc., Madame Inglethorpe laissait toute sa fortune à son beau-fils, monsieur John Cavendish. Veuillez excuser cette remarque, monsieur Cavendish. Ces dispositions n'étaient-elles pas quelque peu injustes envers Lawrence Cavendish, son autre beau-fils? Non, je ne pense pas. Voyez-vous, d'après les termes du testament de son père, John héritait de la propriété, tandis que Lawrence, à la mort de sa belle-mère, recevrait la fortune considérable dont elle était usufruitière. Madame Inglethorpe a souhaité léguer sa propre fortune à John, sachant qu'il en aurait besoin pour entretenir Styles Court. À mon avis, cette répartition était tout à fait équitable. La mine pensive, Poirot acquiesça. Je comprends. Mais ai-je raison de prétendre que, d'après la loi anglaise, ce testament a été automatiquement annulé après le remariage de Madame Inglethorpe? M. Wells acquiesça d'un signe de tête. J'allais le dire, monsieur Poirot. Ce testament est en effet nul et non avenu. Tiens, fit Poirot, toujours pensif. Madame Inglethorpe connaissait-elle cette particularité juridique? Je n'en sais rien. C'est possible. Elle la connaissait, intervint John, à notre grande surprise. Nous discutions encore de ces testaments annulés pour cause de remariage, pas plus tard qu'hier. Ah, une dernière question, monsieur Wells. Vous avez dit dans son dernier testament. Est-ce que cela signifie qu'elle en avait déjà rédigé d'autres? Elle en faisait au moins un nouveau chaque année, répondit M. Wells avec le plus grand sérieux. Elle avait tendance à changer fréquemment ses dispositions testamentaires. Elle avantageait tantôt un membre de sa famille, tantôt un autre. Supposons alors, M. Wells, qu'elle ait rédigé à votre insu un nouveau testament favorisant un étranger à la famille. Disons Miss Howard, par exemple. Cela vous paraîtrait-il surprenant? Pas du tout. Ah! Poirot semblait en avoir fini avec ces questions. Pendant que l'avoué et John se demandaient s'il était opportun de prendre connaissance des papiers de Mme Inglethorpe, je m'approchai de mon ami. Vous pensez que Mme Inglethorpe aurait pu rédiger un testament faisant de Miss Howard sa légataire universelle? Lui demandai-je à voix basse. Poirot sourit. Non. Alors pourquoi cette question? Chut. John Cavendish s'était tourné vers lui. Si vous voulez nous accompagner, monsieur Poirot, nous allons examiner les papiers de ma mère. Monsieur Inglethorpe consent à nous laisser ce soin, à monsieur Wells et à moi-même. Voilà qui simplifie les choses, dit l'avoué à mi-voix. Légalement, il aurait été en droit de... Il laissa sa phrase en suspens. Nous commencerons par le secrétaire du boudoir, décida John. Ensuite, nous monterons dans sa chambre. Elle conservait les documents les plus importants dans une mallette violette. Ceux-là, il nous faudra les éplucher avec le maximum de soin. En effet, dit l'avoué, on ne peut écarter l'hypothèse d'un testament plus récent que celui en ma possession. Ce n'est pas une hypothèse, dit Poirot, mais une réalité. Pardon? Éberlués, John et M. Wells dévisageaient mon ami. Ou, pour être précis, fit Poirot sans sourciller, c'était une réalité. Expliquez-vous, où est ce testament? Parti en fumée, brûlé. Brûlé? Oui, voyez vous-même. Il exhiba le bout de papier au bord calciné qu'il avait récupéré dans la cheminée de la chambre et le tendit à M. Wells. Brièvement, il précisa l'endroit et la manière dont il l'avait découvert. C'est peut-être un testament plus ancien. Cela m'étonnerait fort. J'ai la quasi-certitude que celui-ci n'a pas été rédigé avant hier après-midi. Comment? Mais c'est impossible, s'exclamèrent les deux hommes d'une seule et même voix. Poirot se tourna vers John. Permettez-moi de faire venir le jardinier, et je pense être à même de vous le démontrer. Très bien, mais je ne vois pas. Accédez à ma requête, insista Poirot. Ensuite, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez. Comme il vous plaira, fit John en tirant le cordon de la sonnette. Quelques instants plus tard, Dorcas entrait dans la pièce. Veuillez faire venir Manning, Dorcas. J'ai à lui parler. Bien, monsieur, dit la domestique, et se retira aussitôt. Nous gardâmes le silence, tendu jusqu'à l'arrivée du jardinier. Seul Poirot semblait parfaitement à son aise. D'un geste machinal, il essuya un coin d'étagère dans la bibliothèque.
Le gravier crissa sous les lourdes chaussures ferrées de Manning, et ce dernier apparut à la porte-fenêtre. Comme John interrogeait Poirot du regard, mon ami l'encouragea d'un signe de tête. « Entrez, Manning, dit John, j'ai à vous parler. » Le jardinier ne fit que passer le seuil de la porte-fenêtre, visiblement mal à l'aise. Il tournait et retournait sa casquette entre ses mains. Malgré son dos voûté, il ne devait pas être aussi âgé qu'il le paraissait. Son regard vif brillait d'intelligence, démentant son parler à la lenteur circonspecte. « Manning, annonça John, ce monsieur va vous poser quelques questions, auxquelles je vous prie de répondre. »« Bien, monsieur. » Poirot fit un pas en avant. Le jardinier le jeta un regard nuancé de condescendance. « Hier après-midi, vous étiez occupé à planter un parterre de bégonias, près de la façade sud, n'est-ce pas ?»« C'est exact, monsieur. Même que Williams me prêtait la main. »« Et madame Inglethorpe vous a appelé par la porte-fenêtre du boudoir, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, c'est bien vrai ça. »« Dites-moi, dans vos propres termes, ce qui s'ensuivit. »« Ben, pas grand-chose, monsieur. Madame a ordonné comme ça à William de descendre à vélo jusqu'au village et de lui ramener une feuille de papier timbré, je crois. Elle lui a mis par écrit ce qu'elle voulait au juste. Et puis, ben William a fait ce que madame voulait, monsieur. Bien. Et ensuite, ben nous deux, William et moi, on s'en est retournés pour nous occuper des bégonias, monsieur. Madame Inglethorpe ne vous a-t-elle pas appelé un peu plus tard? Si, monsieur. Moi et William, tous les deux. Continuez. Elle nous a fait entrer et elle nous a demandé de signer sur une grande feuille de papier timbré, sous sa signature à elle. Vous souvenez-vous de ce qui était écrit au-dessus de sa signature? Non, monsieur. Elle avait mis un morceau de papier buvard pour le cacher. Vous avez donc signé à l'endroit qu'elle vous a montré? Oui, monsieur. D'abord moi, puis ensuite William. Et qu'a-t-elle fait de cette feuille? Elle l'a mise dans une longue enveloppe qu'elle a rangée dans une espèce de boîte violette sur le secrétaire. À quelle heure vous a-t-elle appelé la première fois? À peu près 16 heures, monsieur. N'était-il pas plutôt 15h30? Non, monsieur. Même qu'il était sûrement 16 heures passées, pas moins. Eh bien, je vous remercie, Manning. Ce sera tout, dit Poirot avec un ton cordial. Le jardinier jeta un coup d'œil à John, qui lui fit signe de tête. Alors Manning porta un doigt à son front, marmonna quelques mots incompréhensibles et sortit par où il était entré. Nous nous entreregardâmes un instant. « Seigneur, balbutia John, quelle coïncidence extraordinaire. »« Comment cela une coïncidence? »« Que ma mère ait fait un testament le jour même de sa mort. » M. Wells s'éclaircit la voix, puis d'un ton sec. « Vous croyez vraiment qu'il s'agit là d'une coïncidence, Cavendish? Que voulez-vous dire? Votre mère, vous me l'avez dit vous-même, avait eu une violente altercation avec quelqu'un hier après-midi. » « Que voulez-vous dire? » répéta John qui avait pâli et dont la voix tremblait. « Juste après cette altercation, continua l'avoué, madame Inglethorpe a rédigé à la hâte un nouveau testament, dont nous ne connaîtrons sans doute jamais le contenu. Elle n'a parlé à personne des dispositions qu'elle y prenait. Il ne fait aucun doute qu'elle m'aurait demandé mon avis ce matin, mais on ne lui en a pas laissé le temps. Ce document disparaît en fumée, et votre mère emporte son secret dans la tombe. Cavendish, j'ai bien peur qu'on ne puisse voir là une simple coïncidence. Monsieur Poirot sera de mon avis si je dis que ces faits sont très révélateurs. »« Qu'il le soit ou non, l'interrompit John, nous devons remercier monsieur Poirot d'avoir élucidé cette énigme. Sans sa perspicacité, jamais nous n'aurions soupçonné l'existence de ce testament. Je suppose, monsieur, que ce n'est pas la peine de vous demander ce qui vous a amené à imaginer cela. » Poirot sourit. Une vieille enveloppe griffonnée et un parterre de bégonias fraîchement plantés. John l'eût sans doute pressé de s'expliquer si nous n'avions été distraits par le vrombissement d'un moteur. Nous nous retournâmes vers la fenêtre au moment où l'automobile passait. « Evie !» s'exclama John. « Veuillez m'excuser, Wells, poursuivit-il. » Et sans attendre, il sortit dans le vestibule. Poirot me questionna du regard. « Miss Howard, lui expliquai-je. Ah, je suis heureux qu'elle soit venue. Voilà une femme intelligente et dotée d'un grand cœur. Dommage que le Créateur ne lui ait pas donné la beauté en prime. » Je suivis John à temps pour accueillir Miss Howard dans le vestibule. Elle s'appliqua à se dégager des amples voiles de deuil qui lui enveloppaient la tête. Quand ses yeux se posèrent sur moi, j'éprouvai un sentiment de remords,
Cette femme m'avait mis en garde solennellement, et je n'avais guère prêté attention à ses avertissements. Non sans un certain dédain, je les avais aussitôt chassés de mon esprit. Maintenant que les événements tragiques de la nuit lui donnaient raison, j'avais honte. Elle ne connaissait que trop bien M. Inglethorpe. Le drame aurait-il eu lieu sans son départ de Styles Court? Le meurtrier n'aurait-il pas redouté sa vigilance? Elle me prit la main, qu'elle secoua avec cette énergie dont je me souvenais si bien, et j'en fus soulagé. Son regard rencontra le mien. S'il était voilé par la tristesse, je n'y eus aucun reproche. À ses yeux rougis, je voyais bien qu'elle avait beaucoup pleuré, mais elle conservait dans son comportement sa rudesse habituelle. Je me suis mis en route sitôt reçu le télégramme. Je sortais de mon travail. J'ai loué une automobile pour arriver au plus vite. Evie, avez-vous eu le temps de manger quelque chose ce matin? S'enquit John. Non. C'est bien ce que je pensais. Venez. La table du petit déjeuner n'a pas encore été débarrassée, et on va vous faire préparer du thé. Il se tourna vers moi. Vous voulez bien vous occuper d'elle, Hastings? Je dois retourner auprès de Wells. Oh, Evie, je vous présente M. Poirot. Il nous aide beaucoup. Madame Howard tendit la main à mon amie, mais par-dessus son épaule, elle jeta un regard intrigué à John. Comment cela il vous aide? À poursuivre notre enquête. Quelle enquête? Il n'y a rien à enquêter. Ils ne l'ont pas encore jeté en prison. Jeté qui en prison? Qui? Alfred Inglethorpe, évidemment. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.